dans le cadre de la dépollution de la baie de Hann, demande une restructuration de Thiaroye. Pour le ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, les études sont en cours. La restructuration de Thiaroye est bel et bien prévue dans le projet. Les nominations en Conseil des ministres hier, des changements à la tête des structures hospitalières et au niveau de certains services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Un spécialiste de la santé et un expert en gestion et management estime qu'il ne faut surtout pas que le militantisme prenne le dessus sur les compétences. Malal Diagne Junior sera là pour le sport, Georges Déthié Diop pour les actualités internationales et la revue de la presse à la une. Les derniers développements dans l'effondrement d'un immeuble de 4 étages à Touba. Point de vue en fin de journal, question, quelle stratégie de lutte contre la drogue au Sénégal? Le prétexte de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue célébrée ce 26 juin. Rendez-vous où retrouvez nos deux experts dans une trentaine de minutes. Bienvenue à tous à la technique Aliouba, direction Ziguinchor, où le régisseur de la mairie a été arrêté hier par la section de recherche de la gendarmerie. Yaya Mansali a été interpellé dans le cadre d'une enquête sur un détournement présumé de plus de 30 millions de francs CFA provenant de la gestion des fonds de l'État, une affaire qui suscite une vive polémique au niveau de la mairie de Ziguinchor. Plusieurs personnes ont été déjà auditionnées, parmi elles le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, ainsi que des responsables de la perception municipale. L'OFNAC a même dépêché une équipe à la mairie. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption mène une enquête interne sur cette affaire. Lamine Ba. Pour comprendre ce dossier complexe, il faut remonter au début du mois de mai, période à laquelle une dénonciation a été faite par un membre du mouvement Frappe, Amadou Tombouch, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait alors révélé l'existence d'un trou de comptabilité s'élevant à 27 millions de francs CFA. Selon lui, cette somme proviendrait d'une malversation liée à la gestion des fonds de l'état civil de la mairie de Ziguinchor. Suite à cette alerte, la municipalité s'était empressée de publier un communiqué visant à minimiser la portée des accusations de détournement de deniers publics évoquées par Amadou Tombouch sur les réseaux sociaux. Jugeant peu convaincant les arguments avancés par la mairie, le coordinateur du FRAPP, Cheikh Al-Maktoumsi, a pris le relais à la fin du mois de mai. Il a officiellement déposé une plainte auprès de la section de recherche de la gendarmerie réclamant l'ouverture d'une enquête sur ce présumé détournement. L'enquête qui a suivi a permis de mettre à jour, selon nos sources, un déficit de plus de 33 millions de francs CFA. Ce trou financier correspondrait au différentiel constaté entre les vignettes retirées à la perception municipale et les montants effectivement reversés par le régisseur auprès de la même structure. Dans le cadre de l'enquête, plusieurs personnes ont été auditionnées, dont l'actuel maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, ainsi que des responsables de la perception municipale. Le maire, après son audition, a affirmé ne pas être impliqué, soutenant que les faits remonteraient à une période antérieure à sa prise de fonction. Toutefois, des sources que nous avons consultées précisent que la gestion incriminée concerne bien l'année 2024, une période où Djibril Sonko occupait déjà ses fonctions à la tête de la mairie. À ce stade, l'enquête suit son cours. Le régisseur municipal a été placé en garde à vue et d'autres arrestations seraient à prévoir d'après les informations obtenues. Ce scandale présumé de détournement de fonds publics qui implique à la fois la mairie et la perception municipale est loin de voir livrer tous ses secrets. Par ailleurs, on apprend qu'une mission de l'OFNAC est actuellement déployée à Ziguinchor pour approfondir les investigations sur la gestion des fonds issus de l'état civil. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le coordinateur du mouvement Frappe section Ziguinchor, Cheikh Al-Maktoumsi, auteur de la plainte à la section de recherche, il se félicite des derniers développements de ce dossier. Dans ce dossier, il assure que le rôle de veille et d'alerte sur la gestion des ressources publiques va s'appliquer à tous les niveaux. Le voici. Le premier sentiment que nous éprouvons par rapport à cette situation, c'est d'avoir un sentiment de satisfaction qui montre qu'en réalité, on ne s'est pas battu pour rien. On s'est battu pour que le pays se mette sur les vrais rails du développement. Et je pense que le développement commence d'abord par la lutte contre les détournements de deniers publics. Nous pensons que les populations vont comprendre, mais aussi tous les agents de l'État, où qu'ils soient, sachent que ce devoir de préservation des deniers publics va continuer et ça coûtera ce que ça coûtera, mais on est déterminé à y aller jusqu'au bout. Et pour ce dossier, vous attendez également à ce que l'affaire soit entièrement vidée et qu'on sache qui a fait quoi? Effectivement, et je pense que les autorités judiciaires sont dans la même disposition, que l'affaire va être totalement clarifiée, que nous saurons en réalité de manière exhaustive toutes les personnes qui sont concernées par cette affaire-là ou qui ont une certaine responsabilité, que ce soit direct ou indirect par rapport à cette affaire, mais aussi qu'on nous dira le montant global qui a été détourné et que les mesures qui vont être prises pour que ces fonds-là soient retournés dans les caisses de la mairie. Cheikh Al-Maktoumsi
Soumsi, le coordonnateur du mouvement Frappe section Ziguinchor. Et puis notez que le verdict est tombé dans l'affaire de l'accrochage survenu à Ndamatou. Modou Diop Diaobé, le coordonnateur de la brigade municipale de Touba, a été relaxé des chefs de rébellion et violence sur agent, mais reconnu coupable d'outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Ses co-accusés, Salih Ndiaye et Dame Lam, ont été déclarés coupables d'usurpation de fonction. Tous les trois donc écopent de 6 mois de prison d'un 15 jours ferme assorti d'une amende de 50 000 francs CFA chacun. Le journaliste Bachir Fofana, déféré ce jeudi en position de garde à vue depuis hier, il est poursuivi pour la diffusion de fausses nouvelles. Cette affaire Bachir Fofana plutôt, ne laisse pas indifférentes les organisations de la société civile. Elles estiment que cette arrestation ne valait pas la peine. Un simple démenti aurait suffi et c'est pourquoi ces organisations de la société civile donc exigent la libération du journaliste Nafissatou Sila avant la fin de ce journal. Direction Kaffrine au lycée Babacar Kobar Ndao. Là-bas, les sections locales du SAEMS et du QSEMS accusent le proviseur de pratiques nébuleuses et d'une violation permanente des droits professionnels et pédagogiques des enseignants. Leitifal est aussi accusé de manipulation volontaire des livrets du baccalauréat. Le SAEMS et le QSEMS de Kaffrine interpellent le ministre de l'enseignement supérieur de l'éducation nationale. Maba Bousso, le porte-parole, s'est confié à Ndeye Awabey au terme de leur point de presse. Il s'adonne à la falsification des bulletins. C'est-à-dire qu'il entre tout simplement dans la plateforme dédiée, entre pour modifier les notes. Nous avons les preuves de ces allégations. Donc vous avez ici ces preuves-là. Ensuite, il n'hésite pas à prendre certains bulletins de certains élèves, à écraser totalement une matière. C'est également quelqu'un qui n'hésite pas à repousser les livrets de bac que le lycée Babacar Kobar Ndao et le refuse d'élèves exclus de la région de Kaffrine. Et cela a comme conséquence les résultats très faibles au niveau du bac. Et ce qui explique ce faible taux, c'est que tout simplement le lycée Babacar Kobar Ndao est aujourd'hui le plus grand lycée de la région de Kaffrine. Donc si les résultats sont bons, naturellement, ça va tirer en haut les résultats de l'académie. Mais si les résultats sont faibles, ça tire en bas également les résultats. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Les collègues se sont mobilisés pour aller dénoncer ces actes-là au niveau de l'inspection académique de Kaffrine. Mais aucune réaction, toujours les mêmes pratiques. Il a mis en exécution également une menace qu'il avait proférée. C'est-à-dire que tous ces professeurs-là, qu'ils jugent que c'est eux qui sont les éléments perturbateurs dans ce lycée au nombre de 19, il a tout simplement enlevé leur nom de la liste de correction de bac en connivence avec l'IA de Kaffrine. Et donc vous voyez que ça, c'est des faits qui sont d'une gravité extraordinaire. C'est lui qui fait sa propre gestion, qui est l'alpha et l'oméga de tout ce lycée. Aujourd'hui, la situation qui prévaut dans ce lycée-là est une situation grave. Il faut donc l'intervention du ministère, notre tutelle. Nous avons épuisé toutes les voies de recours et que nous, professeurs, nous n'allons pas accepter que quelques-uns à la porte de la retraite puissent jouer avec notre carrière et puissent nous sacrifier. Ça... Le proviseur du lycée Babacar Kobar Ndao, contacté, n'a pas voulu répondre à ces accusations. Baccalauréat technique session 2025, 38,57%. C'est le taux de réussite au premier tour. Il s'agit des résultats globaux. Une légère baisse de 3% comparé aux résultats du premier tour de l'année dernière, ce qui en dit long sur les contre-performances de l'enseignement secondaire technique, même si une légère amélioration est attendue après le second tour. Depuis l'année dernière, vous l'avez certainement constaté, le taux de réussite n'atteint pas 50%. Plusieurs baromètres pourraient l'expliquer. Koumba Sandiane Faye. Des 3446 candidats, le taux de réussite est de 38,57% contre plus de 40% l'année dernière. Baisse de taux de 3%. Mame Diarra Diop est la directrice de la formation professionnelle et technique au niveau du ministère. L'année dernière, on avait le premier tour noté un pourcentage de 41,83. Ça se voit que nous avons une baisse cette année parce que nous n'avons que 38,5%. Plusieurs baromètres pourraient expliquer ces contre-performances. Et qu'un résultat de cette nature montre une contre-performance au niveau de nos établissements. C'est pas seulement imputable, bien entendu, aux élèves. Il y a des facteurs peut-être qui sont là, les sujets qui sont donnés, parce que cette année, nous n'avons pas quand même connu de grève qui puisse justifier ce résultat. Donc, il faut aussi savoir que nous avons 2 séries, T1, T2, en voie de disparition. Ce facteur aussi peut jouer sur les résultats. C'est trop tôt peut-être pour
faire le bilan à mi-parcours des résultats, parce que nous ne manquerons pas, bien entendu, de le faire et de voir quelles sont les pistes de solutions pour rehausser un peu, qui n'existe qu'au lycée technique industriel de la Fosse. C'est ce qui fait que beaucoup de jeunes ont le bac, mais après, pour la poursuite des études, il y a des difficultés. Des 348 mentions, il y a eu 2 très bien, 59 bien et 287 à bien. À noter qu'après le second tour démarré ce mercredi, ce taux de réussite pourrait évoluer légèrement. Koumba Sandiane Faye, nous revenons sur l'arrestation du journaliste Bachir Fofana, déféré donc ce jeudi. Il est en position de garde à vue depuis hier, vous le savez. Bachir Fofana poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Cette affaire donc qui ne laisse pas indifférentes les organisations de la société civile. Elles estiment que cette arrestation ne valait pas la peine. Un simple démenti aurait suffi et c'est pourquoi elles exigent la libération du journaliste. Nafissatou Sila. Un esprit de dépassement, un tout simple démenti pour faire une mise au point. Le levier judiciaire n'est pas une solution, selon Hassan Samb, journaliste et analyste politique. Un simple démenti aurait suffi, un démenti circonstancié avec des détails de la part des autorités concernées aurait suffi. Le fait de systématiquement arrêter les opposants me semble être quand même en porte-à-faux avec des idéaux qui ont été prônés à l'arrivée justement des tenants du nouveau régime. Nous avons noté une frilosité quand même, une frilosité des autorités depuis quelque temps. Le fait que de plus en plus ils réussissent à accepter la critique, mais surtout à accepter la contradiction. Or, dans une démocratie, quand même, le propre d'une démocratie, c'est d'accepter la contradiction et d'aller dans une dynamique d'acceptation d'une opposition. La RADDHO, elle, estime qu'une médiation n'est pas à écarter et elle serait prête à la mener. Mohamedou Seck, le secrétaire général de la rencontre africaine des droits de l'homme. Moi, je sais que le vétéran de la société civile est de cet avis-là. Donc, quelque part, moi, je pense que dans une situation où il faut vraiment sauver Bachir Fofana, il faut faire une médiation. Une médiation entre lui et l'Assemblée nationale, qui conduirait peut-être à apporter un démenti sur ces affirmations, mais également publier ces démentis dans plusieurs organes de presse. On peut penser à ça. La RADDHO est toujours prête à prendre son bâton de pèlerin, donc sur des questions qui peuvent nuire à la paix sociale, à certains droits humains et à certaines libertés. Il est vrai que nous ferons toujours la distinction dans notre discours sur liberté d'expression, liberté d'opinion et diffusion de fausses nouvelles. En tout état de cause, nos analystes soutiennent que le levier judiciaire n'est point une solution à tout. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Le ministre en charge de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire qui réagit à la récente manifestation des habitants de Thiaroye-sur-Mer, manifestation pour réclamer la restructuration de Thiaroye dans le cadre du projet de dépollution de la baie de Hann. Moussa Bala Fofana rassure, la restructuration de Thiaroye est bel et bien prévue dans le cadre du projet et souligne que les études sont en cours en attendant bien sûr le financement. Nous l'écoutons. L'État du Sénégal, depuis notre arrivée, nous avons décidé de mettre en avant un programme d'accès au logement, mais de renouveau urbain. Qui dit renouveau urbain dit que nous mettons en avant non seulement la restructuration, mais la réorganisation de tous les quartiers qui posent problème. Et Thiaroye-sur-Mer fait partie de nos priorités. Nous avons déjà fait la restructuration des quartiers en amont, donc nous le ferons, Inch'Allah Rabbi. Il faudrait tout simplement maintenant qu'ils comprennent que la réhabilitation de la baie de Hann est aussi une priorité parce qu'il y a un enjeu environnemental. Mais ce que nous avons fait dans les autres quartiers, nous le ferons car il n'est pas question pour nous de créer l'iniquité entre les Sénégalais. Si nous commençons quelque chose, nous comptons aller de l'avant. Et cela va aussi dans une logique de continuité des projets et programmes de l'État. Nous ne pouvons pas trouver quelque chose qui est en cours, qui a été bien fait jusqu'à date, des engagements qui ont été pris, et ne pas le faire. Maintenant, il faut comprendre que des projets comme ça nécessitent une structuration financière assez conséquente. Cela prend une méthodologie. L'essentiel de l'ingénierie sociale a déjà été fait. Les études ont déjà été faites. Il nous faut simplement faire la planification et la mise en œuvre. Donc, je tiens à les rassurer.
Les deux projets sont importants et il faut que nous puissions les réaliser. En clair, ils ne seront pas laissés en rade. Absolument pas. Le ministre Moussa Balla Fofana, en charge de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, je rappelle qu'il est l'invité de l'émission Yonui. Aujourd'hui, donc, entretien avec Eladj Hassan Gueye à partir de 15h30 sur l'antenne de la radio Futur Média. Les collectivités territoriales et les difficultés qu'elles rencontrent justement pour faire face aux urgences, beaucoup parmi elles ont des moyens limités, les fonds de dotation pas encore disponibles. Des experts en décentralisation disent aussi avoir constaté une baisse des fonds alloués aux communes. Les nouvelles autorités interpellées au Moukalsoumli. Les fonds de dotation sont en baisse, une première, selon Baïdjon, secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal, une situation qui risque de créer des problèmes de fonctionnement dans certaines communes. Le constat, il est là, il est amer. Un, nous avons tardé à recevoir ces fonds. Et deux, à l'arrivée, malgré le fait qu'on nous avait annoncé que ces fonds ont augmenté de 5 milliards, le montant réparti, en tout cas aux communes, a baissé. Ça veut dire que l'augmentation a profité à d'autres démembrements de l'État, tels que les agents, telles que les structures faîtières, et là c'est quand même regrettable. Le secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal fustige le retard noté dans la répartition des fonds. Il exige des explications de la part des autorités. Depuis 2014, d'une année à l'autre, les allocutions de fonds de dotation et de fonds courts ont augmenté de façon significative. Et cette année, malheureusement, ces fonds ont baissé. Et nous attendons, en tout cas, après avoir souffert du retard, nous attendons des explications pour savoir pourquoi ce montant a baissé et que les maires ne comprennent pas et que ça n'encourage pas le développement de nos terroirs. Amadou Sennian, formateur en gouvernance locale, lui souligne l'importance de ces fonds, mais déplore la lenteur dans la mobilisation à plus de transparence. Cela ne devrait pas justement aller jusqu'à ce que l'on puisse constater la baisse des montants alloués aux collectivités territoriales. C'est un fait. L'autre fait, c'est qu'il y a une répartition qui est incompréhensible. Si on considère que la méthode de calcul se base sur la population, la pauvreté de la localité, à partir des données de l'ANSD, de mémoire, le conseil départemental de Podor, qui fait 22 collectivités territoriales, qui a des charges énormes, mais qui reçoit un montant qui ne lui permet pas de supporter les charges inhérentes au transfert de compétences. Cela pose problème. Les experts en décentralisation invitent les nouvelles autorités à assurer une bonne répartition des dotations pour permettre aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur rôle. Célébration ce 26 juin de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Le thème de cette année est lié à la prévention du trafic et de l'usage de la drogue, surtout en milieu scolaire. Les proportions de la drogue sont faibles en milieu scolaire, justement, selon le chef de la division du contrôle médical scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Il indique plutôt qu'une enquête a été menée en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Des actions de sensibilisation sont en cours. Le docteur Alioune Dia au téléphone avec Eladj Ndiogoudiène. L'école, c'est une école des communautés, évidemment. C'est des choses, on ne peut pas dire que l'école est exempte. L'école ne peut pas être exempte de ces phénomènes-là. Donc, la drogue peut se retrouver dans les écoles, comme dans tous les lieux de rencontre des jeunes et des adolescents. Ça, c'est pourquoi nous menons quand même des activités pour de sensibilisation à l'égard des enseignants pour qu'ils puissent transmettre la bonne information, les conséquences, parce que à ce niveau, c'est cette stratégie-là qu'il faut utiliser. On a fait une enquête il y a quelques années avec l'ONUDC sur la drogue en milieu scolaire au Sénégal. Cette enquête n'a pas encore été publiée, mais c'était un peu difficile parce que pour demander à une personne, c'était de l'anonymat. Les gens ont peut-être, je suis sûr qu'on sous-estimera toujours les chiffres parce que aucun enfant, un élève ne dira que voilà, je prends du cannabis ou autre. Donc, mais quand même, cette enquête va être publiée. Je sais bien que dans les résultats provisoires, c'était faible. Je n'ai pas encore les pourcentages réels. Bon, bientôt on va le publier. L'enquête sera publiée. Mais je sais bien que c'est quand même faible. Mais encore, je le dis, et il ne faut pas qu'on se focalise sur ça parce que c'est toujours des chiffres biaisés. Parce que la réalité, c'est que, quand tu viendras dans une école, tu sais très bien que le soir, peut-être les jeunes vont se retrouver au terrain de basket ou au terrain de foot pour fumer quelque chose, mais personne ne te dira la réalité.
La journée de la drogue est justement au menu de Point de vue tout à l'heure. Donc en fin de journal, les nouvelles nominations à la tête des structures hospitalières et au niveau de certains services du ministère de la Santé hier en Conseil des ministres. Quelle lecture faut-il en faire? Un acteur du secteur de la santé et un expert en gestion et management se prononcent. Selon eux, le militantisme ne doit pas être au-dessus de la compétence en matière de critères de choix. La gestion et le management basés sur l'expérience sont des atouts pour espérer faire de bons résultats. À Wambaye. De nouveaux directeurs nommés à la tête des structures hospitalières et services du ministère de la Santé. Un bruit de chaises qui dévoile des visages et des profils. Chersek, secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, affiche son inquiétude par rapport aux critères de choix. Les nominations qui ont été faites au niveau de certaines directions des établissements publics de santé nous restent perplexes par rapport à l'avenir de notre administration. C'est d'autant plus inquiétant que si vous regardez bien les notes, vous ne verrez que quelques rares personnes à qui on a attribué des matricules de solde. Ça veut dire qu'ils sont des produits de l'administration. Pour l'écrasante majorité des personnes qui sont nommées au poste de directeurs d'hôpitaux ne sont pas des fonctionnaires ou en tout cas n'ont pas prouvé en tant qu'agents de l'administration. Les gens sont nommés sur la base uniquement de CV qu'ils déposent. Et il y en a même des personnes qui n'ont jamais voulu servir cette administration, qui sont dans leur activité privée. Soit ils ont leur pharmacie ou bien ils sont dans une clinique où ils travaillent. Comment voudrez-vous que ces personnes-là viennent être à la tête de nos hôpitaux? Pour le spécialiste en gestion et management, Mamadou Anne, pour nommer, il faut se baser sur la compétence. C'est-à-dire vous pouvez avoir bac plus 8, bac plus 10 dans un autre métier. Si vous n'apprenez pas le management, les erreurs que vous ferez vous rattraperont. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore le métier. Le management, c'est un métier, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quelqu'un qui est outillé en management, il peut manager n'importe quelle structure. Si vous voyez un peu ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, dans les pays nord-américains, ceux qui dirigent ne sont pas des médecins, c'est des managers. C'est des gens qui ont appris le management et qui ont une expertise dans ce domaine et qui aujourd'hui à qui on confie le destiné de ces organisations dans le but de permettre à ces organisations d'être performantes. Nommer ses militants et sympathisants, ce n'est pas interdit, mais il faut viser la performance en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ajoute Mamadou Anne. Avoir des gens qui sont compétents au lieu de se baser que sur du militantisme parce que ça ne réglera jamais les problèmes et ça va permettre tout le temps qu'on reste dans ce cercle vicieux qui ne règle rien du tout. La santé, un domaine qui a besoin d'être secoué avec une gestion efficace parce que tout est au ralenti selon les acteurs du secteur. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Au Mali d'abord, rejet de la demande de destitution d'Assimi Goïta. Selon APA News, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente à examiner une demande de destitution du président de la transition. L'arrêt de la Cour a été publié au journal officiel du 23 juin. Oumokal Somli. La requête pour destitution a été introduite par un citoyen malien, Seydou dit Cheikhna Diallo, qui accusait le chef de l'État de haute trahison pour avoir, selon lui, violé son serment présidentiel. Il sollicitait sur cette base l'ouverture d'une procédure de destitution comme prévu par l'article 73 de la Constitution du 22 juillet 2023. Ce dernier dispose qu'un président peut être démis de ses fonctions par le Parlement réunis en congrès à la majorité des 3/4. Mais la Cour a rappelé que le Mali ne dispose actuellement pas d'un parlement élu. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2020, le pouvoir législatif est exercé par le Conseil national de transition mis en place par les autorités militaires. Or, selon la Cour, cette instance ne peut être assimilée à un parlement constitutionnel habilité à initier une procédure de destitution. Ce rejet s'inscrit dans un contexte institutionnel particulier. Déjà en mai 2021, après la chute du président Bandaou, à la faveur de la rectification de la transition, la Cour constitutionnelle avait validé la prise de pouvoir du général Goïta, justifiant son arrêt par l'absence d'alternative institutionnelle. L'arrêt du 18 juin 2025 illustre à nouveau les limites du contrôle démocratique dans un cadre transitoire sans institution élue. Faute d'un parlement conforme aux exigences constitutionnelles, aucune destitution ne peut à ce jour être engagée contre le président.
de la transition. À la suite des actualités internationales, Georges, c'est avec cette bousculade meurtrière en Centrafrique. Au moins 29 lycéens tués hier dans cette bousculade provoquée par l'explosion d'un transformateur électrique pendant les épreuves du baccalauréat. 260 blessés ont été également pris en charge dans les structures de santé de Bangui, la capitale. La présidence centrafricaine a décrété 3 jours de deuil national depuis Bruxelles où il est en déplacement. Faustin Archange Touadéra a adressé ses condoléances aux familles des victimes dans un message vidéo publié ce jeudi matin. Plusieurs morts également dans des manifestations, cette fois-ci au Kenya. Au moins 16 personnes tuées, c'était lors de manifestations commémorant les victimes des violences policières d'il y a un an. Selon Amnesty Kenya, les victimes ont pour la plupart été tuées par des tirs de la police. Les marches ont dégénéré et la police a dispersé les foules et n'a pas hésité à utiliser des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc au fil de plusieurs semaines de manifestations l'année dernière contre une loi de finances controversée. Plus de 60 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres enlevées. Le conflit Israël-Iran, le guide suprême iranien a salué ce matin la victoire de son pays sur Israël. Dans une vidéo diffusée ce jeudi, l'ayatollah Ali Khamenei a affirmé que les États-Unis n'avaient rien gagné après les frappes du week-end sur les sites nucléaires iraniens. Pour lui, Israël a failli s'effondrer après les frappes de représailles de l'Iran qui a infligé une gifle cinglante au visage de l'Amérique. C'est la première déclaration du guide suprême iranien depuis l'entrée en vigueur mardi du cessez-le-feu ayant mis fin à 12 jours de grève. En Haïti, l'ex-premier ministre Claude Joseph a été auditionné hier dans le cadre de l'enquête ouverte sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Les juges ont tenté de comprendre comment l'ex-premier ministre qui présidait le Conseil supérieur de la police haïtienne à l'époque des faits n'ait pu être informé qu'un complot se tramait contre le président Jovenel Moïse. Claude Joseph a réfuté les accusations. Il a également nié connaître les Haïtiens américains James Solange et Christian Emmanuel Sanou, 2 suspects clés dans cette affaire d'assassinat. Tous 2 attendent d'être jugés par un tribunal fédéral américain. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure. Interrogation, question, quelle stratégie de lutte contre la drogue au Sénégal le prétexte la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue célébrée ce 26 juin. Pour en parler, nous serons avec le lieutenant Mbagnick Diouf, chef de la brigade régionale des stupéfiants de Kaolack. C'est un démembrement de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Et Cheikh Diop, directeur du centre Jacques Chirac de Thiaroye. RFM Sport. Malal Diane Junior, bienvenue. Merci Barthélémy. Du basketball d'abord, on joue la phase allée du championnat national. Les finales de ces championnats nationaux chez les garçons, chez les dames cet après-midi. D'abord à 17h au stadium Marius Ndiaye chez les filles où la ville de Dakar, championne en titre, joue contre l'équipe de la Jeanne d'Arc de Dakar à Boussey. Journaliste sportif de basketsénégal.com analyse cette affiche. On connaît l'affiche de la finale du championnat masculin 2025 de basketball. L'AS Ville de Dakar va affronter la Jeanne d'Arc pour le titre de champion du Sénégal. Donc 2 équipes qui se sont battues dans ces playoffs pour arriver à ce stade. L'AS Ville de Dakar déjà elle est championne en titre et veut conserver son trophée pour repartir à la Basketball Africa League. L'équipe de la municipalité a éliminé l'AS Douane en demi-finale après 3 matchs âprement disputés, il faut le souligner, puisque l'AS Ville de Dakar avait remporté la première manche avant que l'AS Douane n'égalise à 1 partout. Donc il aura fallu attendre le 3e match pour les départager et l'ASVD s'en est bien sorti pour s'imposer et décrocher son ticket pour la finale. De son côté, la Jeanne d'Arc aussi a éliminé Guédiawaye Basket Academy, toujours aussi après 3 matchs. Déjà, la GIA était mal partie puisqu'elle avait perdu la première manche des demi-finales. Donc, elle s'est rattrapée lors du 2e match pour égaliser à 1 partout avant de s'imposer ce dimanche à Marius Ndiaye et de valider son ticket aussi pour la finale du championnat. Donc, 2 équipes qui ont eu vraiment un parcours vraiment positif.
Donc la même affiche, c'est également celle qu'on aura pour la finale des dames AS Ville de Dakar contre la Jeanne d'Arc de Dakar. Finale est prévue aujourd'hui. Les phases retour sont prévues samedi prochain. Le basketball, toujours avec l'équipe nationale du Sénégal, deuxième jour de préparation en direction de l'Afro-Basket. Les Lions étaient 9 ou sont 9 actuellement sur le parquet de Marius Ndiaye pour s'entraîner. Il y a 2 nouvelles joueuses qui sont arrivées, mais elles sont sur les gradins. Elles vont rejoindre le travail demain. L'équipe nationale du Sénégal prépare l'Afro-Basket prévu à la fin du mois de juillet pour la destination, c'est la Côte d'Ivoire. Du football, c'est ça? Oui, on y va. La Ligue 1, dernier virage avant la 30e et dernière journée. Dernier virage avec des rencontres importantes pour les équipes en haut du classement, mais également pour celles qui se battent pour essayer d'encore sauver leur peau pour ne pas aller en Ligue 2 sénégalaise. Cheikh Tidiane Diagne revient sur les rencontres phares avec les équipes concernées par la lutte pour le titre. Défaite interdite pour le trio de tête composé du Jaraaf de Dakar, de son co-leader Union Sportive de Gorée et de l'Union Sportive de Ouakam, 3e. Ces équipes se tiennent de près à 2 journées de la fin et tout faux pas peut être fatal. Les Médinois croisent les huiliers de la Sonacos situés dans le ventre mou du classement et qui joueront sans aucune pression pour avoir déjà réussi le maintien. Comparativement, Union Sportive de Gorée devrait avoir un adversaire plus compliqué. AG de Rufisque qui est en embuscade car n'est pas mathématiquement éliminé de la course pour le titre. Ouakam, qui n'a pas non plus dit son dernier mot, cherchera forcément à se défaire de Teungueth FC cet après-midi tout en espérant un faux pas de Jaraaf et de Gorée ce jour, ce qui va totalement relancer la course pour le titre lors de la dernière journée. Le football avec également Dakar Sacré-Cœur qui va jouer contre l'équipe de Walidan. Génération Foot fera face à Diamono Fatick. Pikine joue contre les HLM. La Linguère défie Oslo FA. A noter également que l'équipe du Jaraaf va jouer contre Sonacos. Toutes ces rencontres vont se jouer aujourd'hui et la dernière journée aura lieu le dimanche prochain. On termine avec Aliou Goloko, notre confrère qui a déclaré sa candidature pour briguer le poste de président de la Fédération sénégalaise de football. Comment analyser cette candidature? Abdoulaye Thiam, président de l'Association nationale des journalistes sportifs ANPS, analyse la candidature d'Aliou Goloko. Je dois avouer toute ma satisfaction suite au dépôt de candidature de nos confrères Aliou Goloko pour le poste de président de la Fédération sénégalaise de football et Bakary Cissé pour le poste de président de la Ligue de Ziguinchor. Ça me rappelle encore une fois le 10 mars 1988 à Casablanca quand un journaliste, Foli Ekoué, a failli devenir président de la Confédération africaine de football. Il n'a été battu qu'au 3e tour face à Issa Ayatou qui a obtenu 22 voix contre 18. Ces 2 candidatures aussi me rappellent Fekro Kidan qui a été directeur de cabinet du président du CIO, mais aussi Pape Diouf qui est une fierté pour toute la presse sportive africaine. Donc moi j'appellerai toute la presse sportive sénégalaise et africaine à soutenir nos 2 camarades. Il faut à un moment donné aussi qu'on arrête de nous considérer nous-mêmes comme des moins que rien. Nous en sommes capables. Ils ont un pédigré qui dépasse le Sénégal. Ils sont connus au Sénégal, ils sont connus dans le reste de l'Afrique. Donc ça fait 5 candidats qui briguent le fauteuil de président. On va suivre un peu l'évolution et le bon déroulement de cette course à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Oui, une chaise, 5 prétendants. 5 prétendants. Merci Malal Diane Junior. La presse de ce jeudi, lecture commentaire Georges Detchi-Diop. Un nouvel effondrement tragique d'un bâtiment à Touba. C'est au quartier d'Arominam que le sinistre s'est produit. Source A et Vox Populi font état de 3 morts et 2 blessés. Vox Populi rapporte que les victimes, une dame et ses 2 petits-fils, dormaient dans une maison contiguë à l'immeuble. Selon Source A, l'édifice s'est affaissé sur une habitation voisine. Et séance tenante, la première recommandation du gouverneur est d'arrêter toutes les constructions qui n'ont pas respecté les procédures réglementaires. Le confrère rappelle que ce sinistre est le 2e du genre survenu dans la capitale du mouridisme. Un premier immeuble en construction s'était affaissé dans la nuit du lundi 26 mai et 7 corps sans vie et 6 blessés ont été recensés. Aucune plainte pour l'heure n'est déposée. Une plainte, disons plutôt une autosaisine du procureur, c'est ce qui vaut à Bachir Fofana une garde à vue si l'on se fie au journal Le Quotidien. Le Quotidien qui informe qu'il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Source A précise
qu'il est reproché aux journalistes et chroniqueurs d'avoir soutenu que le marché des véhicules de l'Assemblée nationale est attribué à l'entreprise TCS de Chergueï, cité dans l'affaire des 50 millions de francs CFA présumés d'Ismaïla Madior Fall. Bachir Fofana est aussi accusé d'avoir affirmé que l'Assemblée nationale a commandé des véhicules Toyota Prado alors que l'appel d'offres restreint n'aurait pas fait cas de spécification. Ce n'est pas tout, il lui est collé le délit d'avoir soutenu que Chergueï refuse de porter le bracelet électronique. Tribune évoque cette affaire, mais pas que, avec une interrogation. La presse en danger, Bachir Fofana effacé. Bachir Fofana, en garde à vue, sera déféré aujourd'hui. 14 mois d'arriéré de salaire, le CORED ferme provisoirement ses bureaux. Autant de choses qui expliquent le commentaire du jour de Sucré Salé dans le journal Le Quotidien. Chronique d'un étouffement assumé. Walf Quotidien, de son côté, parle d'une presse en danger. Pendant ce temps, l'Observateur s'arrête sur le budget 2025 et livre les secrets de la loi de finances rectificative. Des chiffres à lire à la page 5 de l'Observateur qui traite également du plan stratégique de la dette. Les Échos traitent aussi du sujet et fait état d'un tableau sombre de la loi de finances rectificative 2025. Et pour cause, le journal relève que des recettes baissent, la primature et l'Assemblée nationale en mode obésité. Les forces armées également. En revanche, la présidence, la justice et les affaires étrangères sont en baisse. Baisse de 130 milliards de francs CFA des recettes. Chute de 230 milliards des recettes fiscales. Chute des dépenses d'investissement. Le déficit budgétaire s'accentue, selon les Échos. Pendant ce temps, Enquête affirme que l'État fait face à ces contradictions. C'est au sujet de la suppression annoncée d'agences et des budgets augmentés. 176 organismes publics évalués, dont plus de 60 agences et structures assimilées. 2140 milliards de francs CFA projetés pour 2025, dont plus de 60% en dépenses de fonctionnement. Les annonces de réforme du Premier ministre restaient sans effet. Dans le même sillage, Sud Quotidien note que Diomaye fait face aux réalités du pouvoir. En effet, des retards sont notés dans la mise en œuvre des promesses de réforme. Sud Quotidien cite aussi la non-publication des rapports de l'IGE. Mais le directeur exécutif de l'ONG 3D, Moundiaye Cissé, confie dans le journal qu'aucun obstacle, ni politique ni technique, ne saurait expliquer ces lenteurs. Bassirou Diomaye faille donc d'agir. Hier, en Conseil des ministres, il a donné des directives dont le Soleil se fait l'écho. Directives relatives aux examens et concours, la stabilité dans les universités, entre autres. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, le chef de l'État demande d'assurer la continuité académique et la stabilité sociale. La cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours général prévu le 31 juillet prochain. Il est demandé au Premier ministre de faire procéder l'inventaire exhaustif des bâtiments administratifs et terrains affectés à chaque ministre. Retour dans le journal Les Échos qui fait focus sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale avec ces points cruciaux qui sont au cœur des modifications. Retour des députés ayant suspendu leur mandat, vacances de la présidence de l'Assemblée nationale, aménagement de la procédure de demande de levée de l'immunité parlementaire, possibilité de contraindre les personnes convoquées à répondre devant la commission d'enquête. Ce dossier à lire dans le journal LAS, un dossier sur l'exiguïté, l'insalubrité, l'absence de ventilation adéquate, déficience d'éclairage, garotte à ciel ouvert à la découverte de la malbouffe. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Point de vue, le dernier virage de ce journal. Quelle stratégie de lutte contre la drogue au Sénégal? Le prétexte, la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue célébrée ce 26 juin. Pour en parler, nous sommes avec le lieutenant Mbagnick Diouf. Lieutenant, bonjour. Bonjour. Vous êtes, merci, c'est Barthélémy Ngom. Vous êtes le chef de la brigade régionale des stupéfiants de Kaolack. C'est un démembrement de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants au CRTIS. Notre deuxième intervenant, Cheikh Diop. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour. Merci Diop, directeur du centre Jacques Chirac de Thiaroye. Alors, d'abord la parole au lieutenant Mbagnick Diouf, chef de la brigade régionale des stupéfiants de Kaolack. Lieutenant, dites-nous la situation nationale du trafic de drogue, en clair, les chiffres que vous avez saisis cette année. Merci M. Ngom. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de la RFM. Le Sénégal, à l'image de la communauté internationale, célèbre chaque année, le 26 juin, la journée internationale contre la drogue et le trafic illicite des stupéfiants. Cette année, le Sénégal célèbre la 38e édition de la Semaine nationale de sensibilisation et de mobilisation
contre les drogues prévu du 24 au 29 juin 2025. Sur le thème prévention de l'usage des drogues en milieu scolaire, une approche inclusive et participative pour préserver l'avenir de la jeunesse sénégalaise. Dans cette perspective, s'est tenue sur le territoire régional de Kaolack, sous la présidence de M. le gouverneur de région, en présence de M. le procureur de la République, le CILD et l'ensemble des forces de défense et de sécurité, la cérémonie d'incinération des drogues saisies. À cet effet, 4 tonnes 311 kg de chanvre indien et 602 kg de médicaments de variétés diverses ont été incinérés et répartis comme suit. 3 tonnes 584 kg de chanvre indien représentent les saisies effectuées par la brigade régionale des sections de Kaolack pour l'année 2023 et 2024. 157 kg de chanvre indien représentent les saisies effectuées par les unités opérationnelles de la gendarmerie. 570 kg de chanvre indien représentent le stock des scellés déposés par les FDS au greffe du tribunal de grande instance de Kaolack. De même que les 602 kg de médicaments de variétés diverses également représentent le stock déposé par les FDS au greffe du tribunal de grande instance de Kaolack. Donc si on revient sur les personnes interpellées, 328 personnes ont été interpellées, dont 223 pour offre et ou cession de chanvre indien en vue d'une consommation personnelle, 103 poursuivis pour trafic intérieur de drogue, dont 2 ensuite de l'incrimination suivie sont poursuivis pour détention illégale d'armes sans autorisation administrative et 2 poursuivis pour trafic international de drogue. Il y a lieu également de signaler parmi les 328 personnes interpellées, 3 dames ont été interpellées. 3 dames. Oui, 3 dames, oui. Ok, et ça c'est les chiffres de Kaolack. Oui, ça c'est les chiffres de Kaolack. Oui. On imagine un peu les chiffres au niveau national et ça en dit long un peu sur la situation de la drogue, lieutenant. Ça en dit long un peu sur la situation de la drogue au Sénégal. Le Sénégal, justement, plaque tournante ou point de transit du trafic de drogue? Donc, Sénégal, pas plaque tournante, un point de transit. Parce que nous le savons, le Sénégal, de par sa position géographique, donc est devenu en tout cas un sommet privilégié des trafiquants de drogue. Et le Kaolack, de par sa position géographique, est une zone de transit, parce que c'est un carrefour, vu sa proximité avec la Gambie, en tout cas la Guinée, en tout cas également, et tout, en tout cas les fleuves qui l'entourent. Donc, et comme vous le savez, la Gambie, en tout cas, la majeure partie des drogues saisies nous proviennent soit de la brousse casamançaise ou bien en tout cas de la Gambie. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, mon lieutenant. Cheikh Diop, directeur du centre Jacques Chirac de Thiaroye. Alors, monsieur Diop, j'aimerais juste vous entendre sur la toxicité, j'y arrive, des stupéfiants et leur impact délétère sur la société. Votre centre, concernant les chiffres, donnez-nous un peu une idée des chiffres de la toxicité des stupéfiants. Merci, M. Ngom. Je salue également les auditeurs et auditrices de la RFM qui nous écoutent. Je félicite l'ensemble des forces de sécurité et de défense pour le travail effectué. En témoignent les quantités importantes de saisies et qui viennent d'être en tout cas présentées tout à l'heure par le lieutenant Diouf. C'est un travail que nous saluons, mais nous savons également qu'il y a des limites parce que la drogue est toujours présente et trafiquée au niveau, en tout cas, de notre pays. Ceci dit, je crois que l'essentiel aussi, c'est de dire que la lutte contre la drogue ne saurait être limitée sur son aspect répressif, sur son aspect arrestation, saisie, etc. Il y a une dimension importante aussi qu'il faut prendre en compte. C'est la dimension de la prévention, c'est la dimension de la prise en charge. Parce que c'est vrai, le Sénégal est un pays de transit, mais c'est également un pays de consommation. Il y a une grande consommation des produits stupéfiants au niveau, en tout cas, de notre pays. Et je crois que le centre que nous gérons aujourd'hui peut dire qu'il y a effectivement une forte
consommation de drogue parce que dans l'espace d'une semaine, on reçoit une dizaine de personnes, principalement des jeunes, qui souffrent de troubles liés à la consommation des produits psychoactifs. Des jeunes âgés souvent, l'âge varie entre 15, 16, 25 ans. La grande majorité de la population que nous recevons à cet âge-là, qui varie entre 15 et 25 ans. C'est pour dire que c'est vraiment les jeunes qui sont le plus concernés par ce phénomène. C'est vrai qu'au niveau du Sénégal, on n'a pas encore de chiffres pour dénombrer le nombre de consommateurs parce qu'il n'y a pas une enquête nationale en ce sens-là, bien que prévu dans le cadre du plan stratégique national, mais ce n'est pas encore réalisé. Et ce que nous constatons, c'est qu'effectivement, il y a une forte consommation de drogue, notamment chez les jeunes, et aussi au niveau des écoles. Et c'est ça qui justifie d'ailleurs le choix du thème de cette année. Parce que récemment, la division du contrôle médico-scolaire a effectivement mené une enquête au niveau des écoles et on a effectivement obtenu des résultats qui montrent que les drogues sont consommées dans l'espace scolaire. Et nous-mêmes, il nous arrive de recevoir des élèves qui nous sont orientés par les parents d'élèves ou par les enseignants, des élèves qu'on a pris en flanc de consommation au niveau des écoles et qu'on essaie un peu d'encadrer, de sensibiliser pour qu'ils arrêtent leur comportement. C'est pour dire simplement qu'on a un grand problème par rapport à ce niveau-là. Et comme l'a souligné aussi il y a temps, les femmes aussi sont dans la consommation, malheureusement. Maintenant, au niveau des impacts, l'impact premier, c'est un impact sanitaire. Parce que nous le savons tous, quand on consomme des produits psychoactifs qui contiennent effectivement une certaine toxicité, ça affecte dangereusement votre santé. Aujourd'hui, il y a des pathologies qu'on a notées chez les consommateurs de drogue, des pathologies cardiovasculaires, des pathologies liées à des infections. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'ici, dans ce pays, en 2011, c'est vrai que ça date d'un peu longtemps, mais le sujet est toujours actuel. On a effectivement enregistré au niveau d'une enquête qu'on appelle enquête UTSEN, sur un nombre de 1324 consommateurs de drogue injectables, c'est-à-dire des personnes qui consomment l'héroïne, la cocaïne ou le crack. On a pu détecter à leur niveau un taux de prévalence du VIH de 9,4%. Ça veut dire, directeur, si je vous comprends bien, que le phénomène est beaucoup plus profond que ça, parce que quand on est accro, dépendant de la drogue, ce n'est pas une répression qui va peut-être vous décourager. Absolument pas, absolument pas. C'est pourquoi nous proposons et nous essayons en tout cas de développer un plaidoyer pour qu'à l'endroit des consommateurs qui sont sous addiction, c'est-à-dire qui sont véritablement dans la dépendance, parce que la dépendance, quelque part, est une pathologie, est une maladie. Absolument. Il faut traiter. Et il y a des possibilités de les traiter. Aujourd'hui, on a au niveau de l'hôpital de Fann, un service spécialisé qu'on appelle le CPA, c'est le centre, en tout cas, de prise en charge et intégrée des addictions de Dakar. Au niveau de l'hôpital de Thiaroye, on a un service addictologique, c'est-à-dire ces personnes qui souffrent de dépendance peuvent aujourd'hui bénéficier d'un traitement adéquat qui les permet d'arrêter leur consommation. Mais ces personnes-là, si vous les mettez en prison, au niveau de la prison, il n'y a pas de prise en charge adéquate pour ces personnes-là, et cela ne constitue pas une solution par rapport à leurs problèmes. Et on sait que, de toute façon, l'emprisonnement n'est pas un moyen efficace. Peut-être le problème, c'est essayer d'identifier et de neutraliser ceux qui alimentent même le trafic. Oui, c'est ça. C'est pourquoi nous pensons que... Mais le petit consommateur, essayer de voir comment le départir de cette consommation, oui. Mais c'est ça, parce que c'est des aspects complémentaires. Hein. La répression, la prévention, la prise en charge, c'est des aspects qui se complètent. Parce que si on veut lutter contre la drogue, on ne peut pas se limiter seulement à faire de la répression, ni non plus se limiter à faire la prévention seulement. Il faut que ces aspects-là soient équilibrés, soient complémentaires et qu'il y ait une synergie entre les différents acteurs qui travaillent dans ce domaine-là. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, directeur, Cheikh Diop, directeur du centre Jacques Chirac de Thiaroye. Mon lieutenant Mbagnick Diouf, dans le cadre de la stratégie de lutte, on sait que les forces de défense et de sécurité sont en train de faire un travail colossal sur le terrain, ça, on le reconnaît. Mais aujourd'hui, est-ce que les populations collaborent dans la lutte? Merci, M. Ngom. Donc, comme vous l'avez si bien dit, donc, la stratégie, donc, c'est à deux niveaux. C'est la prévention et la répression. On parle de prévention, un mécanisme de sensibilisation de la population sur les conséquences liées à l'usage, la consommation et à l'abus de la drogue qui affecte le domaine sanitaire, économique, sécuritaire et social. Et là, comme l'a dit tantôt le directeur Diop. Oui, M. Diop. Donc pour les gens qui sont dépendants maintenant, qui sont malades, on les considère comme les malades,
liées à, en tout cas, la consommation répétée, en tout cas, de certaines substances. Donc, la démarche qui serait mieux, c'est qu'il aille vers, en tout cas, les structures spécialisées pour l'addiction thérapeutique, pour qu'on les soigne. Parce qu'à l'encontre de ces personnes, je pense que c'est la meilleure démarche qu'il faut adopter. Maintenant, la population, comme vous l'avez si bien dit, il y a un défaut dans la collaboration. Mais quand même, on note quand même une collaboration, en tout cas, de la population qui participe activement à la lutte. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de lancer un appel pour quand même, en tout cas, qu'ils renforcent davantage leur collaboration à la lutte, parce que la lutte contre ce fléau, c'est une action de tous. Donc, tout le monde doit participer à la lutte, parce que les consommations se trouvent au sein de la société. Et comme vous le savez, le fait de sensibiliser les gens leur pousse davantage à comprendre mieux, en tout cas, les méfaits de la drogue, mais également les signes de la toxicomanie. Quand vous avez quelqu'un qui consomme, il a certaines habitudes, certains comportements. En tout cas, le fait de les sensibiliser poussera à ses parents de commencer à comprendre que, en tout cas, cette personne au sein de la communauté a commencé, en tout cas, à utiliser, en tout cas, certains produits qui, en tout cas, pouvaient avoir des conséquences. Merci, mon lieutenant. Sur le domaine répressif, oui. Vous avez dit, la répression arrive. Et je pense que l'action des forces de défense et de sécurité sont en salier. Donc, seulement redynamiser, en tout cas, l'action des acteurs impliqués à la lutte par la neutralisation, comme vous l'avez dit bien tantôt, des personnes, en tout cas, qui alimentent le marché en drogue. Merci mon lieutenant Mbagnick Diouf. Directeur Cheikh Diop, je termine en quelques mots avec vous. Directeur oui. Cheikh, voilà, le centre Jacques Chirac, vous avez libéré combien de personnes de l'emprise de la drogue? Mais beaucoup de personnes, peut-être parce qu'il faut rappeler que le centre existe depuis 1995, ça fait quasiment 30 ans que ça existe. Bon, pendant ces trentaines d'années, on ne peut pas comme ça vous dire le nombre de personnes qu'on a pu aider à arrêter la consommation, mais il y en a énormément. Je vous donne juste une idée, chaque année, il y a au moins 15 personnes au moins quand même qui arrivent à arrêter la consommation. Parce que nous considérons que pour dire que la personne a arrêté, il faut qu'il y ait une abstinence de consommation pendant au moins une période de 3 ans, parce que les rechutes sont des cas très fréquents. Mais quand on constate que la personne, pendant au moins ces 3 dernières années, n'a pas consommé, on peut comptabiliser qu'elle a effectivement arrêté. Parce qu'une personne peut arrêter et reprendre au bout de 6 mois. 6 mois. Et souvent, ces personnes-là sont accompagnées. C'est ça. Donc, parce que ce qu'il faut signaler, c'est que quand on fait la prise en charge, il faut intégrer aussi la dimension de l'accompagnement et du suivi. Beaucoup de personnes font de la rechute, c'est-à-dire qu'ils recommencent à consommer parce qu'ils n'ont pas été soutenus, accompagnés à l'issue de leur traitement. Merci. Donc, voilà. En termes de chiffres, c'est ça ce qu'on peut dire comme indication. Maintenant, je voudrais juste, avant de terminer, saluer l'ensemble des acteurs, en tout cas, qui travaillent au niveau de la prévention, au niveau de la prise en charge. Féliciter aussi le comité interministériel qui fait un travail important de coordination, de suivi de l'ensemble des actions que nous essayons de développer en tant qu'organisation de la société civile, mais renforcer aussi le plaidoyer, parce qu'effectivement, on se félicite des efforts, en tout cas, qui sont déployés par nos autorités pour accompagner les acteurs qui sont dans la prévention. Je pense qu'à l'ouverture de la semaine, on a eu à accueillir le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, qui est venu, en tout cas, manifester cette volonté politique-là à soutenir toutes les actions de prévention. Mais nous pensons qu'il faut renforcer davantage ce qui est fait pour que ces acteurs-là soient mieux outillés afin de pouvoir mieux remplir leur mission qui est importante. Merci, Cheikh Diop, directeur du centre Jacques Chirac de Thiaroye. Merci également au lieutenant Mbagnick Diouf, chef de la brigade régionale des stupéfiants de Kaolack, un démembrement de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants au Crotis. On vous retrouve tous les deux. Vous allez poursuivre le débat dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou Diène. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde de Aliouba. Réalisation Ndiogou, il sera là dans moins de 6 minutes. Chef d'édition Awambay. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.